La Gradiva est celle qui resplendit en marchant, traverse les siècles et les esprits sous la forme d'un bas-relief ou d'une apparition fantastique au cœur des ruines pompéennes, réveillant les souvenirs enfouis et ranimant les vestiges d'un passé sous silence. Elle a pris vie sous la plume d'un romancier allemand en 1903 et elle a été en quelque sorte ravivée par une étude de Freud publiée 3 ans après, en 1906, intitulée Le délire et les rêves dans la Gradiva de Jensen, qui est connue comme étant la première approche psychanalytique de la littérature. Alors, le rapprochement entre une psychanalyste et une chercheuse en proto-histoire égéenne, archéologue et historienne des techniques, a pour lien cette Gradiva, donc production du passé qui à un moment donné a donné lieu à des travaux en psychanalyse, mais production du travail à un moment donné, il est impossible de penser autrement, d'un sculpteur, forcément. Alors, William Jensen, il nous écrit, lui, comment Norbert Arnold s'est trouvé dans le domaine scientifique, puis comment les forces et les contre-forces psychiques se mettent en œuvre pour passer à un autre langage. Ensuite, il y est aidé par la posture de Gradiva Zoé qui peut s'apparenter au discours d'analyste. Enfin, nous verrons comment la création littéraire, par son langage, peut aider à la création d'une science, et puis comment le langage artistique peut prendre forme, comment la sculpture peut créer un autre langage artistique qu'est l'écriture. J'ai essayé de vous montrer comment, en ayant comme un point de départ très matériel des objets archéologiques, je suis arrivée pas à pas, petit à petit, à m'intéresser au processus de création, jusqu'à imaginer le bonheur dans la création durant la protohistoire, on connaît, en 3000 et 1000 avant notre ère, l'âge du bronze, en Méditerranée orientale. Jensen écrit qu'en tant que spécialiste en archéologie, ce bas-relief n'avait rien de remarquable. Il ne s'expliquait pas pourquoi elle, cette femme en pierre, avait retenu l'attention donc de l'archéologue. Et son besoin de savoir le jetait dans une telle ferveur scientifique qu'il se consacra tout entier à cette recherche particulière. Freud nous dit que derrière cela, bien souvent sans savoir, le désir de savoir, donc dans nos professions et ailleurs, cache un désir de savoir autre chose. On travaille beaucoup sur le processus de création sous l'angle de processus mentaux qui se mettent en place. L'artisan devient acteur, il choisit ses matières, il fait des choix raisonnés, des choix économiques. Moi, cette vision, au bout d'un moment, a commencé à m'agacer. Je me suis dit, sans oubli, il y a ces actes intentionnels, il y a une anticipation, il y a une planification, mais il y a aussi d'autres choses, il y a aussi des émotions, et ces artisans du passé ne pouvaient pas faire que de choix raisonnés. D'ailleurs, est-ce que les émotions et la raison sont antagonistes? Je pense qu'on est nombreux maintenant à savoir que les émotions sont essentielles dans la perception, dans le raisonnement, dans l'anticipation. Et donc c'est sous cet angle que j'ai essayé d'éclairer ces productions du passé. Un regard bienveillant est un regard qui ne sait pas tout, et le fait qu'il ne sache pas tout va nous permettre d'échanger et d'accéder à la création. Car de l'art, dit Lacan, nous avons à en prendre de la graine pour nous en faire ce tiers, ce quelque chose à côté à la science. Et non pas à côté de la science, à côté à la science, dans l'attente de devoir, à la fin, donner sa langue au chat.